Bonsoir, bienvenue dans la rétrospective environnementale. Voici les titres. Au Togo, un atelier de formation à l'endroit des femmes agricultrices dans la préfecture de Vaud a été organisé par l'association Familles engagées pour le développement inclusif en Afrique. Les participants ont acquis des connaissances sur les défis environnementaux liés à la production de charbon de bois et à l'adoption des pratiques durables. La Côte d'Ivoire a inauguré sa toute première centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 37,5 MW. Elle a coûté 47 milliards de francs CFA financés conjointement par l'Allemagne, l'Union européenne et l'État ivoirien. Enfin, le Sénégal a fait un pas important dans sa politique hydrique. Le gouvernement a signé avec la société saoudienne Aquapower un contrat de financement pour la réalisation de la deuxième usine de dessalement d'eau de mer. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue. Dans le prolongement de son engagement en faveur du sport et de l'environnement, la Fédération togolaise de danse sportive a lancé jeudi dernier sa seconde action de sensibilisation sur la gestion des déchets dans le quartier de Baie dans la commune Golfe 1. L'initiative est financée par l'Agence française de développement dans le cadre du projet Territoire réuni par l'Action citoyenne pour l'environnement via le sport. Irène Papadia. Dans le cadre du projet Territoire réuni par l'Action citoyenne pour l'environnement via le sport TRACES, intégré au projet d'environnement urbain de Lomé, PEUL 3, du district autonome du Grand Lomé d'Aigle, la Fédération togolaise de danse sportive, FTDS, a organisé jeudi dernier une séance de sport et de sensibilisation sur la pollution plastique. Cet événement, qui a fait suite à une première action réussie dans la commune d'Aguenivé 1, a permis de sensibiliser activement les habitants de la commune Golfe 1 à l'importance de la gestion des déchets. Grâce à une approche innovante, la FTDS a utilisé le langage universel du breakdance pour transmettre des messages percutants sur la nécessité de réduire, réutiliser et de recycler les déchets plastiques. La prochaine étape consistera à se rendre dans les communes de Golfe 7, d'Adidogomé et de Zanguira, où d'autres activités seront également prévues. Les autorités municipales du Golfe 1 ont salué l'initiative et encouragé d'autres organisations à suivre l'exemple de la Fédération togolaise de danse sportive. Selon Espoir Koudjodji, troisième adjoint au maire du Golfe 1, la gestion des déchets constitue un défi majeur pour toutes les communes. Il a souligné l'importance des initiatives telles que celle-ci pour aborder cette problématique de manière proactive. Au-delà de la sensibilisation, l'événement a également été l'occasion de remettre des kits d'assainissement aux résidents, renforçant ainsi les actions concrètes entreprises pour améliorer l'environnement local. Un atelier de formation à l'endroit des femmes agricultrices de la préfecture de Vaud a été initié la semaine dernière par l'association Familles engagées pour le développement inclusif en Afrique, FEDIA, financée par le Fonds francophone SOES. Les participants ont été sensibilisés au cours de cette session sur les défis environnementaux liés à la production de charbon de bois et ont acquis des compétences pour l'adoption des pratiques durables. Irène Papadina, reportage. Contribuer à l'autonomisation des femmes carbonisatrices à travers la promotion des énergies vertes, tout en limitant la coupe des arbres à des fins de production de charbon de bois, tel est l'objectif que se sont acquittés l'association Familles engagées pour le développement inclusif en Afrique, FEDIA Togo et ses partenaires, en organisant du 12 au 14 mars dernier un atelier de formation des femmes agricultrices de la préfecture de Vaud, plus précisément dans le village de Konou. Financé par le Fonds francophone SOES, le projet de renforcement du pouvoir économique des femmes de la préfecture de Vaud par la promotion de la production d'énergie propre s'attaque à la dégradation de l'environnement due à la production de charbon de bois et à la santé précaire des femmes engagées dans cette activité. Au cours de ces 3 jours intensifs, les participantes ont été immergées dans un programme complet.
Elles ont appris à comprendre les risques associés à la déforestation et aux techniques traditionnelles de production de charbon, tout en se familiarisant avec les méthodes innovantes de fabrication du charbon écologique manuel et avec des machines mises à leur disposition. De la collecte des biomasses à l'utilisation de machines spécialisées, en passant par la carbonisation et le broyage, chaque étape a été minutieusement explorée. En plaçant les femmes au centre de ce projet, les organisateurs visent à les rendre plus résilientes face aux défis actuels, à créer des leaders dans la production de charbon écologique et à contribuer à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre tout en valorisant leur autonomisation économique. Des activités complémentaires telles que des formations en leadership féminin et en gestion d'activités génératrices de revenus, l'appui à l'obtention des documents d'identité sont également prévues pour renforcer cette autonomisation dans tous les aspects de la vie sociale. Une nouvelle centrale solaire en Côte d'Ivoire, elle est inaugurée le 3 avril dernier par le Premier ministre Robert Bangré Mambré à Bandouli dans le nord du pays. D'un coût global de 47 milliards de francs CFA, le projet est financé par l'État de la Côte d'Ivoire, l'Allemagne et l'Union européenne. Suivant. Avec une capacité de 37,5 MW, la première centrale solaire de la Côte d'Ivoire a été inaugurée mercredi 3 avril 2024 par le Premier ministre Robert Bangré Mambré. La cérémonie à Boundiali, dans le nord du pays, a permis à la fois d'inaugurer la centrale et de lancer le projet d'extension de celle-ci. La construction de cette centrale s'inscrit dans un vaste projet entrepris par les autorités ivoiriennes visant à atteindre 45% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Elle a coûté 47 milliards de francs CFA financés par la Côte d'Ivoire avec la contribution de l'Allemagne et de l'Union européenne. Selon le ministère de l'Énergie ivoirien, ce projet doit permettre de faciliter l'électrification des villages et l'amélioration de la qualité de service de plus de 430 ménages. Cette centrale solaire ne représente qu'une petite partie de la production ivoirienne d'électricité, actuellement assurée aux 2/3 par l'énergie thermique, le reste étant essentiellement fourni par des barrages hydroélectriques. La Côte d'Ivoire exporte environ 10% de sa production d'électricité vers 6 pays voisins, dont le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Libéria, selon le ministère de l'Énergie. La puissance électrique totale installée dans le pays est actuellement estimée autour de 2500 MW et pourrait doubler à l'horizon 2030, selon les projections du ministère de l'Énergie. Toujours en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a validé le 28 février dernier une politique de développement socio-économique dans l'est du pays sur la durabilité. Cette politique permettra aux ménages et aux activités économiques de s'alimenter à l'énergie solaire photovoltaïque. Alexandra Adekambi. La Côte d'Ivoire inscrit la durabilité au cœur de ses politiques de développement. Le pays d'Afrique de l'Ouest abrite actuellement plusieurs chantiers d'énergie renouvelable dans l'optique de décarboner son mix électrique, encore dominé par les énergies fossiles, notamment le gaz, qui sert à produire plus de 73% de son électricité. À l'est du pays, la politique de développement socio-économique sera davantage axée sur la durabilité, avec notamment la construction d'une nouvelle centrale solaire photovoltaïque. Lors du Conseil des ministres du mercredi 28 février 2024, le gouvernement ivoirien a validé un prêt de plus de 33 milliards de francs CFA accordé par une agence allemande de développement en appui au financement de la mise en œuvre du projet de développement durable de l'Est de la Côte d'Ivoire, portant notamment sur la construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Sérébou. D'une capacité de 25 MW, le parc solaire prévu près de la ville de Bandjoukou permettra d'améliorer du mix électrique de la Côte d'Ivoire en faveur des énergies décarbonées, l'amélioration de l'accès à l'électricité dans les villes de la région d'Ifou et la réhabilitation ainsi que le renforcement des équipements de téléconduite et de télécommunications dans les postes sources de la région.
L'Est de la Côte d'Ivoire accueillera bientôt une autre centrale solaire photovoltaïque, construite cette fois-ci par un producteur indépendant d'électricité. À Bondjoukou, l'entreprise émirienne Amea Power investira 56 millions d'euros dans une centrale solaire photovoltaïque de 50 MW crête dans le cadre d'un partenariat public-privé. La centrale sera connectée sur le réseau de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE qui achètera sa production pendant 25 ans. Outre la diversification du mix électrique, ces centrales augmenteront la capacité installée de la Côte d'Ivoire. En 2022, la deuxième économie d'Afrique de l'Ouest affichait une capacité installée de 2229 MW, dont 27% produites par des centrales hydroélectriques. Le gouvernement ivoirien ambitionne de produire 42% de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici à 2030. Le Mali en route vers l'indépendance énergétique. Il a signé des accords historiques en Russie. Ces accords portent notamment sur l'exploration et l'exploitation des vastes ressources naturelles maliennes, dont le pétrole, le gaz, l'uranium et le lithium. Reportage. Le Mali a franchi une étape majeure vers l'indépendance énergétique. Le 25 mars dernier, le pays a signé des accords historiques portant notamment sur l'exploration et l'exploitation des vastes ressources naturelles maliennes, dont le pétrole, le gaz et l'uranium au nord du Mali et le lithium au sud. Cet accord marque un tournant significatif dans les efforts du pays pour renforcer sa sécurité énergétique et diversifier ses ressources d'approvisionnement en énergie. Mais bien avant la signature de cet accord, la partie russe avait envoyé une équipe au Mali pour faire des survols des zones afin de valider et confirmer le potentiel du lithium, a expliqué le ministre de l'économie Alou-Ceni Sanou. En 2023, une délégation du Mali conduite par Alou-Ceni s'était rendue à Moscou dans le cadre de cet accord entre le gouvernement malien et Glavkosmos, une filiale de l'agence spatiale russe Roscosmos. En outre, l'accord prévoit l'octroi d'un satellite russe afin de couvrir les besoins du pays dans les domaines de la sécurité, des télécommunications et autres. Le pays espère également que la Russie partagera son expérience en la matière selon les responsables maliens. Une deuxième usine de dessalement d'eau de mer verra bientôt le jour au Sénégal à la suite de la signature d'un contrat de financement entre le gouvernement sénégalais et la société saoudienne Aqua Power. D'un coût estimé à 458 milliards de francs CFA, l'infrastructure sera implantée au niveau du lac Rose à 25 km de Dakar. Regardez. Le gouvernement du Sénégal et la société saoudienne de référence mondiale Aqua Power ont signé la semaine dernière un contrat de financement de construction et d'exploitation d'une usine de dessalement d'eau de mer sur la Grande Côte dans le pôle urbain du lac Rose, situé à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Dakar. La cérémonie de la signature de ce partenariat public-privé pour l'eau potable a eu lieu sous la présidence du chef de l'État Macky Sall et en présence de Saad bin Abdallah Al Nafay, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Sénégal. Cette signature s'inscrit dans la coopération multidimensionnelle entre la République du Sénégal et le Royaume de l'Arabie Saoudite. Ainsi, le document de l'usine de dessalement de la Grande Côte permettra au secteur de l'eau d'entrer dans une nouvelle échelle en termes de dimensionnement. Avec une capacité finale de 400 000 m3 par jour prévue en 2 phases pour 2027 et 2030, l'usine de dessalement représente une avancée significative pour le secteur de l'eau au Sénégal. Le coût de réalisation de cette infrastructure hydraulique estimé à 459 milliards de francs CFA est entièrement pris en charge par Aqua Power, tandis que la production sera achetée par le Sénégal. L'installation vise à diversifier les sources d'alimentation en eau potable et à répondre à la demande croissante dans l'agglomération dakaroise et ses environs, où la pression sur les ressources en eau est estimée particulièrement forte. D'après un communiqué, le processus a été lancé en 2022. Un mémorandum d'entente a été signé en septembre, suivi de l'accord de co-développement de la même année.
En Sierra Leone, le Fonds vert pour le climat, en collaboration avec le gouvernement et l'ONG non gouvernementale Save the Children, a lancé un projet ambitieux visant à renforcer la résilience face aux effets dévastateurs du changement climatique. Ce projet permettra aux communautés côtières de bénéficier d'un soutien crucial de 26,8 millions de dollars. Alexandra Dekambi nous en dit plus. Ce projet de résilience côtière de la Sierra Leone vise à permettre aux communautés de mieux planifier et de s'adapter aux impacts du changement climatique tout en améliorant leurs moyens de subsistance, avec pour objectif direct d'atteindre 260 000 personnes et d'en bénéficier 1 million de plus. L'initiative comprendra la conservation et la restauration de 1500 hectares d'écosystèmes de mangroves essentiels à la production des côtes et à la biodiversité marine. En collaboration avec des partenaires locaux, ce projet quinquennal se concentrera sur l'amélioration de la sécurité alimentaire et hydrique, le soutien à l'éducation, l'amélioration de l'inclusion sociale, ainsi que sur la santé et le bien-être des populations côtières. Une attention particulière sera portée aux femmes, aux jeunes et aux enfants, particulièrement vulnérables aux impacts du changement climatique. Les efforts incluront le renforcement de la résilience dans plus de 70 écoles ainsi que l'amélioration de l'éducation sur le changement climatique. Ce financement de 26,8 millions de dollars provient principalement d'une subvention de 25 millions de dollars du Fonds vert pour le climat, complétée par des contributions de l'Agence de protection de l'environnement EPA, de la Sierra Leone, du cabinet d'avocats Clifford Chance et de Jersey Overseas Aid. Ce projet, le quatrième de Save the Children avec le Fonds vert pour le climat et le premier en Afrique subsaharienne, reflète l'engagement des organisations internationales à soutenir les communautés les plus vulnérables face aux impacts du changement climatique. La mise en œuvre de ce projet se fera en partenariat avec l'EPA, les communautés locales et les organisations non gouvernementales suite à des consultations approfondies avec toutes les parties prenantes concernées. L'accord de financement a été signé le 8 mars 2024 lors de la réunion du conseil d'administration du Fonds vert pour le climat à Kigali au Rwanda. La partie nord du Madagascar est en grande détresse suite au passage du cyclone tropical Gaman. Le bilan s'est alourdi à 18 morts. D'importants dégâts matériels sont également déplorés avec des maisons emportées et plus de 20 000 personnes déplacées. Léon Sabo pour le constat. Le cyclone tropical Gamam était censé contourner l'île de l'océan Indien Madagascar. Mais il a changé de cap pour s'abattre sur la pointe nord de cette grande île mercredi dernier avec des vents moyens de 150 km/h et des rafales de 210 km/h. Le jeudi, les autorités malgaches ont déclaré qu'une dizaine de personnes ont trouvé la mort dont des enfants et environ 36 000 sinistrés. Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter et des mesures sont prises pour évacuer la population par voie aérienne notamment. Le cyclone a fait sortir plusieurs fleuves et rivières de leur lit, avec pour conséquence d'énormes inondations, des ponts effondrés et des routes coupées, d'après le Bureau national de gestion des risques et catastrophes. Les images dramatiques de cette catastrophe ne cessent de circuler sur les réseaux sociaux, montrant des victimes plus solidaires que jamais. Le cyclone tropical Gamam est le premier de la saison des tempêtes et cyclones de cette année à Madagascar. L'an dernier, le cyclone Freddy et la tempête tropicale Tchenezo ont fait au moins 37 morts et forcé des milliers de personnes à quitter leur domicile. Le Gabon prévoit d'augmenter sa capacité de production de 63% en 2024 afin de combler le déficit dans les zones rurales du pays. Pour ce faire, le gouvernement de transition envisage de reprendre les travaux de construction des principaux barrages hydroélectriques du pays. Les détails avec Irène Papadia. Le Gabon ambitionne au cours de cette année 2024 d'augmenter de 63%, soit 725 MW, sa capacité de production d'électricité en vue d'améliorer sa capacité énergétique qui se situe actuellement à 1200 MW.
Ceci dans le but de répondre au déficit énergétique constaté dans les régions rurales du pays où le taux d'électrification avoisine les 28% selon le rapport de Energy Progress Report de la Banque mondiale. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement gabonais envisage de reprendre les travaux de construction et de rénovation de certaines infrastructures. Il s'agit notamment du barrage de Nungul-Madim, d'une capacité de 113 MW dans l'estuaire, des barrages des chutes de l'Impératrice de 80 MW et du barrage de Kengele-Aval de 35 MW et de la centrale solaire de Mouila de 20 MW. Dans ce cadre, l'État gabonais, avec le soutien de ses partenaires, prévoit d'investir des fonds pour améliorer l'accès des populations à l'eau potable et à l'électricité sur l'ensemble du territoire. Ceci à travers la mise en œuvre du programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville d'un montant de 117 milliards de francs CFA. En 2030, les autorités estiment que les besoins en électricité du pays s'élèveront environ à 1039 MW supplémentaires. La mise en œuvre des travaux des barrages hydroélectriques devrait permettre au pays de mieux mener ses projets de développement. La deuxième édition du Brazzaville International Leadership Youth Forum s'est tenue du 28 au 30 mars dernier sous le thème « L'agriculture et l'innovation au service du développement de l'Afrique ». Les jeunes producteurs et innovateurs venus de différents pays ont démontré leur savoir-faire à travers l'exposition des produits agro-industriels et des solutions innovantes. Irène Papadina. Les stands installés dans le hall du Palais des Congrès du Congo ont été pris d'assaut par les participants à la deuxième édition du Brazzaville International Leadership Youth Forum du 28 au 30 mars 2024. Les jeunes producteurs et innovateurs venus de différents pays, entre autres du Burundi, de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire, ont tenu à exposer le résultat de leur engagement à l'entrepreneuriat. Cette édition 2024 a eu pour thème l'agriculture et l'innovation au service du développement en Afrique. Cette rencontre a permis de mobiliser les jeunes entrepreneurs qui évoluent déjà dans l'agro-industrie avec des moyens de bord. Cette mobilisation consiste aussi à interpeller la diaspora sur la nécessité d'orienter leur investissement vers le continent africain pour un développement durable et plus écologique. Les entrepreneurs africains se sont bien imprégnés des techniques de transformation de certains produits issus de l'agriculture en tenant compte du respect de l'environnement. Leur défi d'industrialiser leur production est lié à une politique d'accompagnement et de financement de leurs divers projets. Dans le reste de l'actualité, après une fermeture de 2 semaines en raison de la chaleur extrême, les écoles sont réouvertes au Soudan du Sud le 2 avril dernier. Selon les ministères en charge de la santé et de l'éducation, les températures devraient baisser progressivement avec le début de la saison des pluies dans les prochains jours. Léon Sabo nous en dit plus. Au Soudan du Sud, les écoles ont réouvert leurs portes ce 2 avril après 2 semaines de chaleur extrême. Le gouvernement sud-soudanais avait annoncé cette information la semaine dernière. Cette décision a été prise alors que les ministères de la Santé et de l'Éducation ont déclaré que les températures s'abaisseraient régulièrement avec le début de la saison des pluies dans les jours à venir. Ces dernières années, le Soudan du Sud avait enduré les effets néfastes du changement climatique avec des chaleurs extrêmes, des inondations et des sécheresses signalées au cours des différentes saisons. Lors de la vague de chaleur de ces 2 dernières semaines, le pays a enregistré des températures allant jusqu'à 47 degrés Celsius. Les enseignants ont été invités à limiter les activités dans les cours de récréation au début de la matinée et à l'intérieur, à ventiler les salles de classe, à fournir de l'eau pendant les heures de classe et à surveiller les enfants pour détecter les signes d'épuisement par la chaleur et les coups de chaleur. La ministre de la Santé Yolanda Awel-Deng a désigné le nord des États de Bahr al-Ghazal, Warrap, Unity et Upper Nile comme les zones les plus touchées par la chaleur. Quant aux établissements d'enseignement supérieur, ils sont restés ouverts.
50 ans après la course dans l'espace entre les États-Unis et l'URSS, la Chine relance la compétition. Le 26 mars dernier, l'agence spatiale chinoise a annoncé la conception d'un réacteur nucléaire. Elle assure vouloir se rendre sur la planète Mars d'ici 10 à 15 ans avec pour ambition de doubler la NASA. Suivant. À l'instar de la course historique entre les États-Unis et l'URSS il y a 50 ans, la Chine se lance désormais dans la compétition spatiale avec Mars comme prochaine frontière. Dans un communiqué commun, une dizaine d'instituts de recherche chinois ont annoncé la création d'un réacteur nucléaire à fission. Ce réacteur nucléaire présente une capacité unique à s'étirer une fois dans l'espace, offrant une puissance sans précédent pour propulser les vaisseaux spatiaux. Les estimations suggèrent que cette technologie pourrait réduire la durée du voyage de 3 mois par rapport aux 7 mois traditionnels. L'annonce de la CNSA sur ce réacteur nucléaire témoigne de l'engagement de la Chine à atteindre la planète rouge dans les 10 à 15 prochaines années, potentiellement dévançant même la NASA dans cette mission. Bien que cette avancée suscite l'enthousiasme mondial, il est important de noter que cette technologie est encore en cours de développement. La sécurité est primordiale et les chercheurs chinois ont mis en place une intelligence artificielle pour simuler et anticiper tous les scénarios possibles, minimisant ainsi les risques. Tandis que la NASA poursuit également ses recherches dans ce domaine, la Chine se positionne comme un acteur majeur dans l'exploration spatiale. Avec des simulations informatiques prometteuses et des ambitions élevées, la Chine vise à réaliser le premier aller-retour de l'humanité vers Mars avant 2049, marquant ainsi une nouvelle ère dans l'histoire de l'exploration spatiale. Ainsi s'achève cette édition réalisée par la rédaction des Green TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous.